Chers téléspectateurs de Cheating Tales Lab, nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Chapitre 1, la vie parfaite. Roman Spence ajustait sa cravate devant le miroir de la salle de bain, la même routine qu'il avait suivie pendant 3 ans depuis son départ des Rangers de l'armée. La cicatrice le long de sa mâchoire, souvenir de Kandahar, reflétait la lumière du matin tandis qu'il observait son reflet. À 34 ans, il s'était construit ce que beaucoup appelleraient la vie civile parfaite. Une société de conseil en sécurité prospère, une belle maison dans la banlieue de Denver et une femme qui faisait encore battre son cœur après 2 ans de mariage. Le café est prêt, lança Stella du rez-de-chaussée, sa voix portant ce léger accent du sud qui avait attiré son attention lors d'un gala de charité. Elle avait été coordinatrice de l'événement, gérant sans effort une salle remplie de l'élite du Colorado, avec un sourire sincère, rare dans cette foule. Roman la trouva dans la cuisine, ses cheveux auburn illuminant la lumière du soleil qui filtrait à travers la baie vitrée. Elle portait une simple robe bleue qui mettait en valeur ses yeux verts, ces mêmes yeux parfois cernés d'ombre qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Une grande présentation aujourd'hui » demanda-t-elle en lui tendant sa tasse. « Un café noir, sans sucre, comme il l'aimait. Morrison Industries veut une refonte complète de la sécurité. Si nous décrochons ce contrat, nous pourrons enfin vous offrir ce voyage de noces en Écosse dont vous rêvez tant. » Roman étudia son visage en parlant. Ces derniers temps, elle semblait distante, vérifiant constamment son téléphone, sursautant à des bruits inattendus. Cela semble merveilleux, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux, et elle se détourna trop vite, s'occupant de la vaisselle déjà propre. Stella. Il posa sa tasse et se plaça derrière elle, les mains délicatement posées sur ses épaules. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es à cran depuis des semaines. Elle se tendit sous son contact. Ce n'est rien, juste le stress du travail. Tu sais combien l'organisation d'événements peut être exigeante. Roman connaissait les mensonges. Il avait interrogé suffisamment de combattants ennemis pour en reconnaître les indices. Sa façon d'éviter le contact visuel, le léger tremblement dans sa voix, sa posture défensive. Mais il savait aussi quand se replier et se regrouper. Si tu le dis. Mais si quelque chose te tracasse, ça va, Roman. Vraiment? Elle se tourna dans ses bras et s'étira pour l'embrasser doucement. Maintenant, conclus cette affaire. J'ai un événement ce soir au Marriott du centre-ville, donc je serai en retard. 1 heure plus tard, Roman était assis en face de Theodore Kelly, le chef de la sécurité de Morrison Industries. L'homme était un ancien du FBI, à l'œil vif et sceptique. Ta proposition est impressionnante, Spence. Mais je dois te demander, pourquoi quitter les Rangers? Tu as eu une carrière militaire prometteuse. Roman s'attendait à cette question. J'ai fait mon devoir. J'ai perdu des hommes de valeur en Afghanistan. J'ai décidé de protéger les gens autrement. Il soutint le regard de Kelly. Parfois, la meilleure façon de servir son pays est de savoir quand rentrer à la maison. Kelly hocha la tête d'un air approbateur. Morrison Industries apprécie ce genre de perspective. Nous aurons une décision d'ici la fin de la semaine. La réunion s'est bien passée, mais Roman ne parvenait pas à se débarrasser de son malaise concernant Stella. Sur le chemin du retour, il fit un détour par le Marriott. Aucun événement n'était annoncé sur leur chapiteau. Pas de camion de traiteur. Aucun signe de la réunion d'entreprise qu'elle décrivait. Son téléphone vibra, un SMS de Stella qui était en retard pour l'installation. Ne m'attends pas. Je t'aime. Roman fixa le message. L'instinct militaire, bouillonnant dans les entrailles des Rangers, te maintenait en vie en ce moment. Son instinct lui hurlait que sa femme était en danger. Ce soir-là, Roman était assis dans son bureau à domicile. Son ordinateur portable était ouvert sur un programme de vérification des antécédents qu'il avait développé pour son entreprise de sécurité. Il ne l'avait jamais utilisé sur Stella. Le mariage exigeait la confiance, mais la confiance n'expliquait pas ses mensonges, sa peur récente, ni la façon dont elle avait commencé à transporter du gaz lacrymogène dans son sac à main. Les résultats de la recherche lui glaçaient le sang. Avant de le rencontrer, Stella Finch avait travaillé pour Shield & Associates, un cabinet de conseil à Chicago. Ce que les archives publiques ne montraient pas, c'est que Warren Shield faisait l'objet d'une enquête fédérale pour blanchiment d'argent et racket. 3 employés qui avaient coopéré avec les enquêteurs étaient morts dans des accidents au cours de l'année écoulée. La porte d'entrée s'ouvrit en bas. Roman, je suis rentré.
Il ferma l'ordinateur portable et alla à sa rencontre, scrutant son visage tandis qu'elle retirait ses talons. Elle semblait épuisée, mais il y avait autre chose. Du soulagement, comme si elle avait survécu à un autre jour. Comment s'était passé l'événement? Des clients exigeants et réussis, mais réussis. Un autre mensonge prononcé avec une aisance experte. Roman la serra contre lui, respirant son parfum familier de vanille et de jasmin. Je t'aime, Stella. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, on peut gérer ça ensemble. L'espace d'un instant, sa façade se fissura. Il vit la peur qu'elle cachait, vive et désespérée. Puis elle se recula, forçant un autre sourire. Bien sûr, mais il n'y a rien à gérer. Juste une organisatrice d'événements fatiguée qui a besoin de sommeil. En montant, Roman prit une décision. Demain, il découvrirait exactement ce que Warren Shield voulait de sa femme, et il s'assurerait que cet homme ne l'obtienne jamais. Chapitre 2, la course-poursuite. L'appel arriva à 2h17 du matin. Roman fut immédiatement alerté. Vieilles habitudes militaires, mais c'était le téléphone de Stella qui avait vibré. Elle le chercha à tâtons dans l'obscurité, le souffle coupé par la panique. Ne réponds pas, dit Roman doucement. Elle le regarda, surprise qu'il soit réveillé. Le téléphone cessa de sonner, puis recommença aussitôt. Il devait être 2h du matin. Stella, parle-moi. Son téléphone vibra, un message lui parvint. Elle le lut et le visage se vida. Il faut qu'on y aille. Elle était déjà sortie du lit, enfilant un jean et un pull. S'il te plaît, Roman, fais-moi confiance. Roman avait appris à se fier à son instinct dans les zones de combat. À cet instant, on lui disait de bouger. Il s'habilla rapidement et attrapa son pistolet dissimulé dans le coffre de la table de nuit. Une habitude que Stella n'avait jamais remise en question. Ma voiture, dit-il en rangeant ses clés. Où allons-nous? On part d'ici. Ils sortirent furtivement par le garage, le Silverado noir de Roman ronronnant de vie. Alors qu'ils s'engageaient dans leur rue tranquille de banlieue, il remarqua une berline sombre garée 3 maisons plus loin, le moteur tournant malgré leur tardive. Là, murmura Stella en désignant la berline. Ils avaient observé. Roman conduisait normalement, vérifiant ses rétroviseurs. La berline suivait, gardant ses distances. Surveillance professionnelle. Ce n'étaient pas des criminels. Qui sont-ils, Stella? Des gens pour qui je travaillais. Sa voix était à peine audible. Des gens qui pensent que j'ai pris quelque chose qui leur appartient. Et vous? Elle resta silencieuse pendant un long moment. Il pensa qu'elle ne répondrait pas. Oui. Parce que ce qu'il faisait était mal, que des gens mouraient et que le FBI avait besoin de preuves. Roman sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Tu es témoin. La protection fédérale était, mon agent, l'agent Gérard Hamilton, a été tué le mois dernier. Accident de voiture. Elle mit les derniers mots entre guillemets. Maintenant, ils font le ménage. La berline se rapprochait. Roman reconnut l'approche tactique. Il s'apprêtait à passer à l'action. Il aperçut un deuxième véhicule venant d'une rue latérale, se déplaçant pour leur couper la route. Tiens bon. Roman tira brusquement le volant à droite, les pneus crissant tandis qu'il prenait un virage à toute vitesse. Les rues de banlieue défilaient floues tandis qu'il traversait le quartier en utilisant les techniques apprises lors des cours de conduite tactique. Mais les autres conducteurs étaient aussi compétents et connaissaient la région. Ils nous font du mal, réalisa-t-il en voyant comment les véhicules se positionnaient pour le forcer à rejoindre la route principale. Ils veulent nous sortir des zones résidentielles. Roman, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tu sauves la situation. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre survie. Ils s'engagèrent sur l'autoroute, les deux véhicules à leur trousse. Roman écrasa l'accélérateur, le V8 de son pick-up réagissant avec un rugissement satisfaisant. Mais sur la route dégagée, l'avantage des voitures de poursuite devint évident. Elles étaient plus rapides et plus maniables. La sombre route de campagne s'étendait devant lui, bordée de champs et de bois clairsemés, parfaite pour une embuscade. Roman réfléchit à toutes les options, se souvenant de son entraînement militaire. Parfois, la meilleure défense était une attaque inattendue. Ils te veulent vivant, dit-il. Cela signifie qu'ils ne risqueront pas un accident à grande vitesse. Mais ils essaieront bientôt de nous neutraliser. Comme interpellé par ces paroles,
la berline de tête s'arrêta, la vitre passager baissée. Roman vit le flash du canon avant d'entendre le coup de feu. Il tirait sur ses pneus. À terre. Il plaqua la tête de Stella sous le tableau de bord tandis que les balles fusaient dans son passage de roue arrière. C'est là que l'inspiration survint. Roman avait remarqué Stella qui regardait ses rétroviseurs avec obsession pendant la course-poursuite, et il avait vu comment elle observait les autres conducteurs lorsqu'ils se croisaient sous les lampadaires. « Garez-vous, dit-elle soudain. Juste devant, près de ces arbres. Vous êtes fou? Échangez de place avec moi. » Rapidement, Roman s'apprêtait à protester lorsqu'il perçut quelque chose dans sa voix. Pas de la panique, mais du calcul. Le même ton qu'il avait entendu chez les chefs d'escouade prenant des décisions tactiques sous le feu ennemi. « Allez, fais-le, insista TL. Roman se gara et ils se précipitèrent pour échanger leur position. Stella s'affala aussitôt sur le siège passager, ses cheveux lui tombant sur le visage, sa respiration faible et régulière. Aux yeux de tous, elle semblait inconsciente, voire pire. Quelques secondes plus tard, la voiture de poursuite de tête s'arrêta à son niveau. Le conducteur, un homme au visage dur et au regard cruel, regarda Roman, puis la silhouette apparemment inerte de Stella. Son expression passa de la satisfaction prédatrice à la confusion, puis à la frustration. La voiture démarra à toute vitesse. « Il recherche une conductrice », murmura Stella, immobile. Roman ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. « Ils veulent te prendre vivante, mais ils te croient déjà morte. Warren Shield ne laisse rien au hasard. Si ces hommes me croient morte, ça nous fait gagner du temps. » Le temps de quoi? Stella se redressa lentement, vérifiant que leur poursuivant était parti. Ses yeux verts brillaient d'une clarté d'acier qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le regard de quelqu'un qui avait survécu en étant plus malin que ses ennemis. « Il est temps pour toi de m'aider à détruire Warren Shield avant qu'il ne réalise son erreur. » Roman fixa sa femme. Cette femme qu'il croyait connaître et comprit que leur vie parfaite avait été bâtie sur des mensonges. Mais en la regardant dans les yeux déterminés, il réalisa qu'il s'en fichait. Elle était en danger. Et cela faisait de Warren Shield son ennemi. « Dis-moi tout, dit-il. »« Je dis bien tout. » Alors qu'il roulait dans la nuit vers une aube incertaine, Stella commença à parler, et Roman comprit que sa guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Chapitre 3. La vérité. Ils roulèrent jusqu'à l'aube, s'arrêtant finalement dans un restaurant ouvert 24h24 à 80 km de Denver. Roman choisit une banquette d'angle avec une vue dégagée sur toutes les sorties. Des habitudes d'une autre vie reprenaient leurs droits. Stella était assise en face de lui, épuisée, mais alerte. Ses mains serraient une tasse de café comme une encre. Il y a 3 ans, j'étais Stella Finch, comptable junior chez Childs & Associates, commença-t-elle. Warren se présentait comme un consultant en affaires sérieux. Clients haut de gamme, contrats gouvernementaux, tout était clair. Roman scruta son visage en parlant. La femme effrayée de la veille avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus calculateur. Il commençait à réaliser à quel point il en savait peu sur sa femme. Quand avez-vous découvert la vérité? 6 mois après mon arrivée. Je travaillais tard, essayant de rapprocher des comptes qui n'avaient aucun sens. Paiement à des sociétés écrans, mouvement d'argent massif sans trace écrite. Warren blanchissait de l'argent pour des gens très dangereux. Elle sortit son téléphone et lui montra la photo d'un homme distingué d'une 50aine d'années. Cheveux argentés, costume coûteux, le genre de sourire qui ornait les galas de charité et les collectes de fonds politiques. Warren Shield, pilier de la société de Chicago. Également le financier de 3 organisations criminelles différentes, dont un réseau de traite d'êtres humains. Roman serra les mâchoires. En Afghanistan, il avait vu ce que les trafiquants faisaient à leurs victimes. Vous disiez que des gens mouraient. Quiconque s'approchait trop de la vérité. Ma collègue Jessica a été tuée dans une agression après avoir posé trop de questions sur le compte d'un client. Un autre comptable, Marcus, est mort dans l'incendie de sa maison la semaine après avoir copié des dossiers. Warren est très doué pour faire disparaître les problèmes, mais vous n'avez pas disparu. Le sourire de Stella était amer. J'ai eu de la chance et je suis devenu paranoïaque. J'ai commencé à conserver des copies de tout, documents financiers, communications, listes de clients. Quand l'agent Hamilton m'a contacté, j'avais suffisamment de preuves pour mettre Warren et ses associés en prison à vie.
Roman a ralenti le traitement. Vous avez donc transmis des preuves à l'État, vous êtes entré sous protection de témoins et vous vous êtes retrouvé à Denver. Le FBI m'a muté, m'a donné une nouvelle identité, Stella Spence, coordinatrice d'événements avec des antécédents professionnels falsifiés. J'étais censé faire profil bas jusqu'au procès, mais Hamilton a été tué. Il y a 3 semaines, officiellement un accident de voiture, mais Gérard était l'un des conducteurs les plus prudents que je connaisse. Après cela, d'autres témoins ont commencé à mourir. Le dossier du FBI s'effondrait. Roman a vu un semi-remorque arriver sur le parking, cataloguant automatiquement le conducteur, la plaque d'immatriculation, les menaces potentielles. Une paranoïa militaire, mais qui l'avait maintenu en vie. Qu'est-ce qui vous rend si précieux? Pourquoi ne pas simplement vous tuer et passer à autre chose? Parce que je suis le seul à savoir où sont cachés les dossiers originaux. Warren utilise des archives numériques depuis des années, mais il conservait des sauvegardes physiques des transactions les plus sensibles. Je sais où il les cache, et il a besoin de ces fichiers. Ses partenaires commencent à s'inquiéter. L'enquête du FBI les a effrayés, même si l'affaire est en train de s'effondrer. Warren doit prouver qu'il a détruit toutes les preuves, sinon ils le lâcheront définitivement. Roman a ressenti le calme familier qui accompagnait la violence. Ennemi identifié. Paramètres de la mission clairs. Où sont les fichiers? Chicago. Le bureau privé de Warren possède un coffre-fort dissimulé derrière un faux mur. Une sécurité à l'ancienne, car il ne fait pas confiance au cryptage numérique. Stella a croisé son regard. Je connais la combinaison, car je l'ai vu l'ouvrir une fois, alors qu'il me croyait inconsciente à cause d'une consommation excessive de drogue lors d'une fête d'entreprise. Il vous a drogué. Warren aime que ses employés soient dociles. C'est aussi un prédateur, mais c'est une autre histoire. Sa voix était d'une dureté telle que Roman a voulu retrouver Warren Shield immédiatement. Alors, on va à Chicago, on récupère les dossiers, on les remet aux autorités fédérales. Ce n'est pas si simple. Warren a des gens partout, les forces de l'ordre, les agences fédérales, la justice. La moitié de la police de Chicago est à son service. On ne peut faire confiance à personne. Le téléphone de Roman vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Monsieur Spence, nous avons quelque chose qui vous appartient. Quartier des entrepôts de Riverside, 14 heures, venez seul, sinon les souffrances de Madame Spence seront prolongées. Ils fixèrent le message, puis se regardèrent. Ils me croient morte, mais ils savent que vous existez maintenant, dit Stella. Warren essaie de vous attirer. Bien. Laissez-le essayer. Roman, non. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Warren Shield détruit des vies depuis des décennies. Ce n'est pas qu'un criminel. C'est un prédateur qui aime faire souffrir. Son homme de main, Blake Skinner, travaillait pour des cartels mexicains avant que Warren ne le recrute. Roman repensa à l'homme au visage dur qui avait regardé dans leur voiture la nuit dernière. Blake Skinner. Maintenant, il avait un nom pour l'ennemi. Vous avez dit qu'Hamilton était votre agent du FBI. Avait-il un partenaire? Quelqu'un d'autre sur l'affaire. Agent Craig Joyce. Mais après la mort de Gérard, Craig a disparu. Je pense qu'il est mort ou compromis. Roman a pris une décision. On ne court plus. Warren veut jouer les troubles faits. D'accord, mais on joue selon mes règles maintenant. Il a sorti son ordinateur portable et s'est connecté au Wi-Fi du restaurant. Sa société de sécurité avait des contrats avec plusieurs sociétés militaires privées. Des faveurs qu'il pouvait réclamer si nécessaire. Que fais-tu? Des recherches. Si on part en guerre contre Warren Shield, je dois tout savoir sur ses opérations. Personnel, propriété, réseau financier, habitudes personnelles. Chez les Rangers, on appelait ça le développement de cibles. Stella le regardait travailler, découvrant un côté de son mari qu'elle n'avait jamais vu. L'apparence civile décontractée avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus dangereux. Roman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Si on fait ça, si on poursuit Warren, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne cessera jamais de nous traquer. Roman leva les yeux de son ordinateur portable et Stella comprit pourquoi son unité l'avait suivi dans des situations impossibles. Son regard exprimait une certitude absolue. Ensuite, nous nous assurons qu'il ne puisse plus jamais traquer qui que ce soit. Il retourna à ses recherches, les doigts sur le clavier. À midi,
il avait compilé des informations sur le personnel clé de Warren, cartographié ses propriétés commerciales et identifié les faiblesses potentielles de sa sécurité. La réunion à l'entrepôt est un piège, dit Stella en lisant par-dessus son épaule. Bien sûr que si, mais Warren commet la même erreur que beaucoup de criminels. Il pense que les civils sont faibles. Il ne sait pas que je ne suis plus un civil. Roman ferma l'ordinateur portable et vérifia son pistolet dissimulé. Warren Shield jouait au chasseur depuis trop longtemps. Il était temps qu'il apprenne ce que c'est que d'être une proie. Chapitre 4. Le décor. Le quartier des entrepôts de Riverside s'étendait le long de la rivière South Platte comme un amas de pierres tombales en béton. Roman se posta sur un toit surplombant le lieu de rendez-vous, utilisant des jumelles pour étudier le terrain. 3 voies d'accès, plusieurs positions de couverture, au moins 6 hommes avec des bosses visibles sous leur veste. Blake Skinner dirigeait une opération professionnelle. Son oreillette crépitait de la voix de Stella depuis leur voiture de location à 6 km de là. Je compte 4 véhicules. Probablement d'autres renforts hors de vue. C'est une erreur, Roman. Non, c'est une opportunité. Roman ajusta sa position derrière un ventilateur, gardant sa lunette pointée sur l'entrée de l'entrepôt. Warren veut m'attraper, me torturer pour savoir où se trouve Stella, puis nous tuer tous les deux. Au lieu de cela, il est sur le point de découvrir à qui il a vraiment affaire. Roman avait passé la matinée à faire des achats en espèces dans des magasins de surplus militaires et à acheter des armes. Il n'y avait aucune trace écrite. Le fusil était un Remington 7 Sense avec une lunette de qualité, le genre de configuration qu'il avait utilisé pour Overwatch en Afghanistan. Ses armes de secours comprenaient un couteau tactique Glock 19 et suffisamment de charges explosives pour raser un pâté de maison. Du mouvement, rapporta Stella. Un SUV noir approchait par l'est. Roman suivit le véhicule à travers sa lunette. Warren Shield en sortit, suivi de Blake Skinner et de 2 autres hommes. Même de loin, Warren dégageait de l'arrogance. Costume coûteux, posture décontractée, l'allure d'un homme habitué à être craint. Première phase, murmura Roman dans son micro. Il avait posé des charges sur 3 de leurs véhicules au petit matin, déclenchées à distance et conçues pour un impact psychologique maximal. La première explosion détruisit une berline à 50 mètres de la position de Warren. La seconde détruisit un véhicule de secours près de la rivière. La troisième charge était factice. Fumée et flash. Pas de dégâts réels, mais cela força les hommes de Blake à se mettre à couvert. Dans le chaos, Roman se glissa du toit vers une position secondaire, utilisant les compétences acquises en milieu urbain. Guerre. C'était un fantôme évoluant dans l'ombre industrielle tandis que les hommes de Warren trébuchaient comme des amateurs. Où diable est-il? La voix de Blake résonna à travers le terrain vague tandis que Roman se postait derrière un conteneur maritime à 30 mètres de leur position. Ce n'est pas un inconnu de banlieue, gronda Warren, sa façade polie se fissurant. Quelqu'un a bien fait ses devoirs. Roman sourit d'un air sombre. La guerre psychologique fonctionnait. Il avait étudié le profil de Warren. Un maniaque du contrôle qui comptait sur l'intimidation et la supériorité numérique. Si on lui enlevait ses avantages, il commencerait à commettre des erreurs. Monsieur, nous devrions évacuer, suggéra l'un des hommes de Blake. On dirait une opération militaire. Nous ne fuyons pas un seul homme, s'exclama Warren. Déployez-vous. Trouve-le. Le téléphone de Roman vibra, accompagné d'un message. Il avait préprogrammé. Warren, tu as rendu ça personnel en menaçant ma femme. Maintenant, tu vas voir à quoi ressemble un vrai prédateur. Vérifie tes emails. Il regarda Warren chercher son téléphone à tâtons, puis pâlir en lisant le message. Le message contenait des informations détaillées sur l'organisation de Warren, nom, adresse, membres de sa famille, compte financier, des informations qu'un civil aurait dû être incapable d'obtenir. Patron, cria Blake. Nous devons agir immédiatement. Mais Warren fixait son téléphone, horrifié. Roman avait inclus des photos de la fille de Warren dans son école privée en Suisse, de sa mère âgée dans sa résidence pour personnes âgées, de la famille de son frère chez eux en Californie. Le message était clair. Je peux joindre n'importe qui, n'importe où. Phase 2, murmura Roman. Il avait passé la matinée à installer du matériel de surveillance dans les opérations de Warren à Denver. Il activait maintenant des caméras cachées et des dispositifs d'écoute, diffusant simultanément des images en direct à une douzaine de forces de l'ordre.
Les hommes de Warren étaient enregistrés en train de menacer des témoins fédéraux, de discuter de meurtres à gages, de planifier des opérations d'enlèvement. L'oreillette de Roman grésilla. Roman, 3 autres véhicules approchaient du nord. La situation dégénère. Fais confiance au plan, Stella. Les nouveaux arrivants n'étaient pas les renforts de Warren. C'étaient des agents du FBI répondant à des informations anonymes concernant un important rassemblement criminel. Roman avait calculé leur temps de réaction à la perfection. Agents fédéraux, tout le monde au sol. L'équipe de Blake se dispersa comme des cafards, mais Warren resta figé, les yeux rivés sur son téléphone où de nouveaux messages apparaissaient sans cesse. Informations bancaires, emplacement de coffre-fort, preuves de pots de vin et de meurtres remontant à des décennies. Dans la confusion, Roman disparut, revenant rejoindre Stella à leur point d'extraction. Ils observèrent de loin les agents du FBI arrêter la moitié de l'équipe de Warren, même si Warren lui-même s'échappa dans le chaos avec Blake. Tu l'as laissé filer, dit Stella alors qu'ils se dirigeaient vers leur planque. Une cabane que Roman avait louée sous une fausse identité. Je ne voulais pas qu'il soit en détention fédérale. Trop de juges et d'agents à sa solde. De toute façon, ce n'était que le début. Que veux-tu dire? Roman sortit une tablette affichant les marchés financiers. Les entreprises légitimes de Warren perdaient déjà de l'argent, des fuites de documents déclenchant des enquêtes de la SEC et des signalements criminels. Ces opérations illégales étaient chaotiques après la perte de personnel clé suite à une arrestation fédérale. Warren a bâti son empire sur la peur et le contrôle. Je viens de briser les deux. Ses partenaires criminels vont commencer à se demander s'il est un handicap. Ses investisseurs légitimes se retirent. Son organisation se dévore elle-même. Stella étudia les données, commençant à comprendre l'ampleur de la stratégie de Roman. Tu ne cherches pas seulement à t'échapper, Warren. Tu détruis systématiquement tout ce qu'il a construit. Il a commis 2 erreurs. Premièrement, il t'a menacé. Deuxièmement, il a supposé que j'étais juste un civil parmi d'autres qu'il pouvait intimider. Le sourire de Roman était froid. J'ai appris le combat urbain auprès des meilleurs. Warren est sur le point de découvrir que son embuscade dans le quartier des entrepôts a été le point culminant de sa journée. Le téléphone de Roman affichait de nouveaux messages de ses contacts dans le monde des contrats militaires. D'ici demain, chaque organisation criminelle avec laquelle Warren travaillait recevrait des renseignements détaillés sur les enquêtes du FBI, les raids prévus et les plans de planque compromis. Les partenaires de Warren allaient devoir choisir. Éliminer la responsabilité ou se retrouver en détention fédérale. Le raid du FBI nous a permis de gagner environ 6 heures avant que Warren ne se ressaisisse, poursuivit Roman. Mais ces 6 heures me suffisent pour terminer ça. Terminer quoi? Warren Shield traque des innocents depuis trop longtemps. Il est temps qu'il apprenne ce que c'est que d'être la proie d'un chasseur. Alors qu'il roulait vers les montagnes, Roman entama la phase 3 de son plan. Warren pensait combattre un civil désespéré qui tentait de protéger sa femme. Il apprit bientôt qu'il avait affaire à un prédateur qui perfectionnait l'art de la guerre depuis près d'une décennie. Le chasseur était sur le point de devenir la proie. Chapitre 5. La contre-attaque. La planque était nichée dans les Rocheuses du Colorado, à 65 km de la ville la plus proche. Roman l'avait choisie pour des raisons tactiques. Une seule route d'accès, des champs de tir dégagés, de multiples voies d'évacuation à travers un terrain montagneux qu'il connaissait intimement grâce à ses entraînements de survie. Stella était assise à la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, guidant Roman à travers les réseaux financiers de Warren. Ici, dit-elle en désignant une série de transactions. Cette société étrangère les paiements de 3 services de police différents. Et celle-ci achemine de l'argent à la juge fédérale Patricia Morrison. Roman a pris des notes pour établir une liste de cibles. En Afghanistan, il avait appris que détruire la structure de commandement d'un ennemi était plus efficace qu'éliminer des fantassins. L'empire de Warren reposait sur la corruption. Éliminer les fonctionnaires corrompus et tout le système s'est effondré. Et Blake Skinner? L'homme de main de Warren, un ancien militaire, renvoyé pour excès de violence lors d'interrogatoires. Il est recherché au Mexique pour assassinat de cartel, mais la protection de Warren le protège. Le téléphone de Roman vibrait, alimenté par les mises à jour de son réseau de surveillance. Warren s'était retiré dans sa forteresse privée à Aspen, une enceinte entourée de hauts murs et d'une sécurité privée. Mais Roman avait anticipé la situation. La phase 3 est active, a-t-il dit à Stella,
lui montrant des images en temps réel des caméras cachées qu'il avait installées autour de la propriété de Warren la semaine précédente. Warren se croit en sécurité derrière ses murs. Il se trompe. La première cible était la juge Morrison. Roman avait des preuves qu'elle acceptait des pots de vin, mais il voulait qu'elle soit radiée immédiatement. Un simple appel téléphonique à la division des affaires internes du FBI, appuyé par des relevés financiers et des photos de surveillance, déclencha une enquête immédiate. Le soir même, Morrison était en état d'arrestation fédérale. Elle était la police d'assurance de Warren devant les tribunaux fédéraux, observa Stella. Sans elle, toutes les accusations portées contre lui resteraient lettre morte. C'est l'idée. Les contacts militaires de Roman s'étaient révélés précieux. Un ancien rangé travaillant désormais à la DEA a fourni des renseignements sur les itinéraires de trafic de drogue de Warren. Un ancien Navy SEAL du service Marshall a confirmé quels agents fédéraux étaient compromis. Un agent de la Delta Force à la retraite, responsable de la sécurité privée, a offert un soutien tactique si nécessaire. Roman, nous avons un problème. Stella désigna l'exploit de surveillance. Blake Skinner quittait le complexe de Warren avec une équipe de 4 hommes, tous armés d'armes de qualité militaire. Leur destination devint claire lorsque le système d'alerte précoce de Roman, des détecteurs de mouvement sur la route de montagne, se déclenchèrent successivement. Ils nous ont trouvés. Arrivée prévue dans 15 minutes. Roman ressentit le calme familier du combat imminent. Bien. J'espérais qu'il viendrait. Tu es fou ? 5 tueurs entraînés s'affrontent contre quelqu'un qui se prépare à ce combat depuis notre arrivée. Roman a ouvert une caisse d'armes cachée au sous-sol du chalet. Blake est peut-être un ancien militaire, mais il n'a jamais été rangé. Il est sur le point d'apprendre la différence. Roman avait passé des heures à préparer l'approche montagneuse de leur chalet. Des mines Claymore positionnées le long de la route d'accès, déclenchées par une détonation à distance. Des positions de snipers offrant des champs de tir superposés. Des voies d'évacuation planifiées et répétées. Reste dans le bunker du sous-sol. Il a ordonné à Stella. Quoi que tu entendes, ne remonte pas avant mon feu vert. Roman, je l'ai déjà fait. Crois-moi. Le premier véhicule, un suburban modifié aux vitres renforcées, a atteint la crête exactement à l'heure prévue. Roman regardait à travers sa lunette de visée tandis que Blake étudiait le chalet aux jumelles, voyant probablement exactement ce que Roman voulait qu'il voie. Un homme seul défendant une position fixe, nulle part où fuir. Blake commettait l'erreur classique de sous-estimer son ennemi. Le suburban approchait prudemment. L'équipe de Blake se déploya en formation d'assaut classique. C'étaient des professionnels, mais aussi prévisibles. Roman avait affronté des insurgés qui adaptaient constamment leur tactique. Ces hommes suivaient un plan. Roman déclencha la première mine lorsque le véhicule de tête atteignit la zone de destruction prédéterminée. L'explosion renversa le suburban, mais la coque renforcée protégea ses occupants. Blake et ses hommes émergèrent des décombres, secoués, mais fonctionnels. C'est alors que Roman ouvrit le feu. Son premier tir abattit le spécialiste des communications de Blake avant qu'il ne puisse appeler des renforts. Le deuxième tir fracassa le genou de leur expert en démolition. Le troisième tir, une guerre psychologique délibérée, leur fit comprendre qu'ils étaient traqués par un tireur d'élite supérieur. L'équipe de Blake se précipita pour se mettre à couvert parmi les rochers. Mais Roman avait passé des jours à cartographier chaque cachette, chaque voie d'approche. Il se déplaçait entre les positions préparées tel un fantôme, utilisant des silencieux pour masquer les lueurs de ses bouches, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour riposter. « Où est-il » cria Blake, la frustration perceptible dans sa voix. La réponse de Roman fut des grenades fumigènes, transformant le flanc de la montagne en un labyrinthe gris. Dans la confusion, il abattit un à un les hommes restants de Blake. Des tirs non létaux conçus pour neutraliser plutôt que tuer. Roman voulait des prisonniers pour les interroger. Lorsque la fumée se dissipa, Blake se retrouva seul parmi ses coéquipiers blessés. Un fusil automatique traquait des ombres qui pourraient être des ennemis. Roman se matérialisa derrière lui comme un prédateur traquant une proie. Lâchez votre arme. Blake pivota, le doigt sur la détente, mais le pistolet de Roman était déjà plaqué contre son crâne. Je dis, lâchez. Le fusil tomba au sol avec fracas. Blake leva les mains, mais Roman le vit calculer les angles, cherchant une ouverture. Warren te paie quoi ? 50 000 pour ce boulot. Je peux te proposer mieux. Je ne négocie pas avec des hommes morts, gronda Blake.
Regarde ton téléphone. Blake hésita, puis sortit le sien. Son visage pâlit en lisant les messages que Roman avait préparés. Des virements bancaires montrant que Warren détournait les fonds de Blake depuis des années. Des photos de surveillance de Warren rencontrant les ennemis de Blake, de l'époque où il était membre du cartel. Des communications interceptées où Warren évoquait l'élimination de Blake comme un fardeau. Ce fils de pute m'a piégé, murmura Blake. Warren n'a pas de partenaire, seulement des outils. Et quand les outils ne servent plus à rien, Roman laissa planer le sous-entendu. La radio de Blake crépitait sous la voix de Warren. Blake, au rapport. Tu les as trouvés? Roman fit un signe de tête vers la radio. Blake décrocha, l'air dur. On les a trouvés, patron. Mais ils n'étaient pas là. On dirait qu'ils ont filé il y a des heures. Zut. Trouve-les, Blake. Peu importe ce qu'il en coûte. Blake regarda Roman. Décision prise. Copiez ça, patron. Nous continuerons à chercher. Romain sourit. Bienvenue dans l'équipe. Maintenant, allons finir ça. Alors qu'il chargeait les hommes blessés de Blake dans le camion de Roman pour des soins médicaux, le téléphone de Roman montrait que les dernières pièces se mettaient en place. Les partenaires criminels de Warren à Chicago avaient reçu des renseignements anonymes sur les opérations du FBI, les obligeant à rompre tout lien avec son organisation. Ces entreprises légitimes faisaient face à des accusations fédérales de racket. Ces protecteurs politiques étaient soit en état d'arrestation, soit ils prenaient leur distance publiquement. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Blake alors qu'il se dirigeait vers la ville. Warren apprend désormais ce que l'on ressent lorsque l'on est seul et pourchassé, tout comme il a fait ressentir à ses victimes. La phase 4 était sur le point de commencer et Roman Spence était prêt à mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Chapitre 6. L'isolement. La guerre et les enfants arpentaient son complexe d'Aspen comme un prédateur en cage. Son attitude calme habituelle craque sous la pression. En 24 heures, son empire soigneusement construit avait commencé à s'effondrer autour de lui. Le juge Morrison était en détention fédérale. 3 de ses contacts avec la police avaient été arrêtés et ses partenaires criminels le traitaient comme un déchet radioactif. Monsieur, nous avons un autre problème. Son dernier chef de la sécurité a indiqué que l'organisation de Chicago venait de rompre tous ses liens. Ils exigent la restitution de leur capital investi sous 48 heures. Le visage de Warren se tordit de rage. 48 heures? Cela représente 20 millions de dollars. Ils sont effrayés par l'activité du FBI. La rumeur court que quelqu'un a transmis des renseignements aux agences fédérales sur nos opérations. Warren attrapa son téléphone sécurisé et composa le numéro de Blake. Il est de nouveau allé directement à la messagerie vocale. Son officier de police était resté silencieux depuis qu'il avait signalé que la cabine était vide, et Warren commençait à soupçonner le pire. « Donnez-moi Vicky Powers », ordonna-t-il. Vicky Powers était le plan d'urgence de Warren, un procureur fédéral corrompu qui lui prenait son argent depuis 3 ans. Si quelqu'un pouvait naviguer dans le champ de mine légal qu'était devenu son empire, c'était bien elle. « Warren, je ne peux pas parler longtemps. » La voix de Vicky était tendue lorsqu'elle répondit. « La moitié du ministère de la Justice enquête sur votre organisation. Je suis à peine en avance sur les affaires internes moi-même. J'ai besoin que tu fasses disparaître ça. Êtes-vous fou? Les éléments de preuve qui ont fait surface hier comprennent des dossiers financiers, des images de surveillance et des témoignages qui m'impliquent directement. Je vais probablement être arrêté dans la semaine. Alors tu ferais mieux de trouver un moyen de résoudre ce problème, sinon nous tomberons tous les deux. Non, Warren, tu vas tomber. Je coupe tous les liens avec effet immédiat. Perds mon numéro. La ligne est tombée en panne. Warren fixait le téléphone, sentant les murs se refermer. Pour la première fois depuis des décennies, il était vraiment seul. Roman a observé l'enceinte de Warren à l'aide de jumelles puissantes depuis une crête de montagne à 2 mètres de distance. La forteresse qui semblait imprenable se révélait désormais être un piège. Warren avait peut-être une douzaine d'agents de sécurité, mais ils étaient coincés derrière des murs qui empêchaient les menaces d'entrer et les maintenaient également à l'intérieur. Ces livraisons de nourriture se sont arrêtées ce matin, a rapporté Stella, surveillant les interceptions de communication. Les fournisseurs locaux ont reçu des informations anonymes sur les enquêtes fédérales sur le blanchiment d'argent. Personne ne veut faire affaire avec lui. Et les services publics? La compagnie d'électricité examine ses comptes pour déceler des irrégularités.
Le service de l'eau a reçu des plaintes concernant des factures impayées qui n'existent pas réellement, mais cela déclenche des blocages administratifs. Roman sourit sinistrement. Il étranglait lentement les réseaux de soutien de Warren, utilisant contre lui la propre réputation de corruption de l'homme. Quand tout le monde croyait que vous étiez un criminel, même les transactions innocentes devenaient suspectes. Blake a été utile, a poursuivi Roman, observant l'enceinte à travers son télescope. Ses renseignements sur les protocoles de sécurité de Warren étaient inestimables. Blake Skinner était assis à proximité, étudiant les plans de la forteresse de Warren. L'ancien exécuteur s'était montré étonnamment coopératif une fois que Roman lui avait montré la preuve des plans de Warren pour l'éliminer. Rien ne motivait un mercenaire comme découvrir que son employeur envisageait de le tuer. Warren est paranoïaque à propos de la surveillance électronique, a expliqué Blake. Pas de téléphones portables autorisés à l'intérieur du bâtiment principal. Pas d'accès à Internet, sauf via un terminal sécurisé dans son bureau. Il a une salle de panique avec une alimentation et des communications indépendantes, mais l'entrée est cachée derrière une étagère dans son bureau. Temps de réponse armée si nous franchissons le périmètre, à 8 minutes du poste de shérif le plus proche, mais Warren possède la moitié de ses adjoints. 20 minutes pour une réponse fédérale, mais ils auraient besoin d'un mandat pour entrer dans la propriété. Roman a pris des notes sur les faiblesses du complexe. Warren avait construit son Fortress to Repel conventionnel low enforcement, Buede never faced an enemy who fought asymmetrical warfare. What is the plan? Stella Asked. Warren thinks es under siege. Soon, ELL discover es actually trapped. Roman pulled out a tactical table showing its signature from inside the compound. HIS security team is getting nervous. They haven't been paid in 2 days, and they're hearing rumor about federal warrant. Phase 5 was psychological warfare en individual level. Roman Began transmitting faux bavardage radio sur les fréquences de Warren Sécurité utilisées. Rapport d'agents fédéraux se massant pour un raid. Discussion sur les accords d'immunité pour les témoins coopérants. Mise à jour sur les actes d'accusation scellés. Le soir venu, 3 des gardes de Warren avaient tout simplement quitté leur travail. Monsieur, nous avons du mouvement sur le périmètre sud. L'un des hommes restants de Warren a rapporté. On dirait des équipes de surveillance fédérale installant des postes d'observation. Warren a saisi des jumelles pour scruter le flanc de la montagne. Il pouvait voir des véhicules positionnés parmi les arbres, des réseaux d'antennes, des reflets optiques. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que Roman avait positionné des mannequins et des miroirs pour créer l'illusion d'une opération fédérale massive. Combien? Demanda Warren. Au moins 50 agents, monsieur. On dirait qu'il se prépare à un assaut complet. Les mains de Warren tremblèrent tandis qu'il baissait les jumelles. L'étau fédéral se resserrait. Son organisation était en ruine et il était enfermé dans un complexe qui était devenu son tombeau. Donne-moi un hélicoptère. Nous évacuons. Monsieur, la FAA a immobilisé tous les avions dans cette zone en attendant une enquête fédérale. Quelque chose sur les violations de l'espace aérien liées au trafic de drogue. Une autre préparation de Roman. Un simple appel aux autorités de l'aviation au sujet de mouvements suspects d'avions avait déclenché une restriction temporaire des vols au-dessus de l'enceinte de Warren. Le téléphone sécurisé de Warren a sonné, une ligne cryptée que seules 3 personnes connaissaient. Il répondit désespérément, espérant le salut. Bonjour Warren. La voix de Roman était calme, presque conversationnelle. Profitez de votre forteresse. Qui est-ce? Quelqu'un dont il a menacé la femme. Quelqu'un qui démonte systématiquement tout ce que vous avez construit depuis une semaine. Le sang de Warren se glaça. Spence Romain. C'est vrai. Vous réalisez désormais que votre empire a disparu. Vos alliés vous ont abandonné et vous êtes coincé dans votre propre enceinte. Souhaitez-vous savoir ce qui se passe ensuite? Que veux-tu? Justice pour chaque personne que vous avez tuée, chaque vie que vous avez détruite, chaque crime que vous avez commis. Mais d'abord, vous allez expérimenter ce que vos victimes ont ressenti. Impuissant, isolé et traqué. La ligne est tombée en panne. Warren regarda le téléphone, puis le reste de son équipe de sécurité. Ces hommes n'étaient pas loyaux. Ils étaient des mercenaires qui avaient travaillé pour celui qui les payait. Et Warren manquait rapidement d'argent pour payer qui que ce soit. Monsieur, a demandé son chef de la sécurité, des ordres? Warren regarda autour de sa forteresse, réalisant qu'elle était devenue sa prison.
Roman Spence ne détruisait pas seulement son empire. Il détruisait Warren lui-même pièce par pièce, exactement comme Warren l'avait fait avec ses propres victimes. Pour la première fois de sa carrière criminelle, Warren Shield a eu peur. Chapitre 7. Les ressorts du piège. L'aube se leva sur l'enceinte d'Aspen comme un avertissement cramoisi. Warren n'avait pas dormi, arpentant son bureau tout en écoutant les conversations radio qui devenaient de plus en plus inquiétantes d'heure en heure. Son équipe de sécurité restante ne comptait plus que 6 hommes, tous nerveux et exigeant un paiement immédiat. Les fausses positions de surveillance fédérale que Roman avait établies scintillaient au soleil du matin comme un nœud coulant autour de sa gorge. « Monsieur, nous avons un problème », annonça son chef de la sécurité en entrant sans frapper. Un signe de dissolution de la discipline. 3 autres hommes viennent de s'en aller. Ils disent que les agents fédéraux ont offert l'immunité à quiconque coopère. Les mains de Warren tremblèrent alors qu'il versait un autre scotch, son 6e depuis minuit. Des accords d'immunité ? C'est impossible. Nous le saurions s'il y avait des négociations actives, n'est-ce pas ? Votre réseau de renseignement a été systématiquement démantelé. Pour autant que nous le sachions, le FBI monte des dossiers contre nous depuis des mois. Ce que Warren ne savait pas, c'est que Roman avait passé la nuit à diffuser de fausses communications radio conçues pour ressembler à une coordination des forces de l'ordre fédéral, des extraits sur l'opération Mountain Justice, des discussions sur la pénétration de l'organisation de l'enfant, des mises à jour sur des témoins compromis acceptant de témoigner. Roman observa l'enceinte à travers son télescope, notant les postes de garde réduits et le langage corporel agité des hommes restants de Warren. La guerre psychologique était plus efficace que les balles. La peur a rendu les gens stupides et les ennemis stupides ont commis des erreurs fatales. « Blake, tu es prêt ?» demanda Roman dans sa radio. La voix de Blake crépitait depuis sa position du côté nord de l'enceinte. En position, les gardes du point de contrôle 2 sont distraits et se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou fuir. L'interception des communications Stella est active. Warren essaie de joindre ses contacts à Chicago, mais ils ne répondent pas à ses appels. Sa panique s'intensifie. Roman avait été patient, mais la patience avait des limites. L'isolement de Warren était complet. Son organisation détruite. Ses alliés ont abandonné. Vint maintenant la fin du jeu, exécuter la phase 6. Blake s'est approché du point de contrôle nord avec un drapeau blanc et une mallette pleine de l'argent de Warren, des fonds que Roman avait libérés de comptes cachés lors de sa collecte de renseignements. Les gardes l'ont immédiatement reconnu. « Blake, Dieu merci. Nous pensions que tu étais mort. » « Warren nous a tous menti », a déclaré Blake en ouvrant la mallette pour révéler des piles de billets. « Les agents fédéraux m'ont offert l'immunité et une nouvelle identité. Ils veulent Warren, pas nous. Même accord. Quiconque s'éloigne dans leur qui suit bénéficie de l'immunité et de suffisamment d'argent pour recommencer ailleurs. » À midi, Warren se tenait seul dans sa forteresse, à l'exception de 2 gardes du corps fidèle. Des hommes trop impliqués dans ses activités criminelles pour accepter des accords fédéraux. Roman avait atteint un isolement parfait. Les enfants de Warren, prédateurs de l'innocence, étaient réduits à un animal effrayé dans une cage de sa propre fabrication. Il était temps de passer à l'acte final, dit Roman à Stella alors qu'ils approchaient de la porte principale de l'enceinte. Il ne se faufilait pas. Il marchait. La porte d'entrée s'est ouverte automatiquement, grâce au renseignement de Blake, les 2 gardes restants se sont précipités, les armes à la main, mais se sont arrêtés quand ils ont vu le drapeau blanc que Roman portait. Les gardes semblaient confus, jetant un coup d'œil entre Roman et les positions de surveillance fédérale visibles sur les collines environnantes. On leur avait dit que cet homme était un civil désespéré, mais il s'est approché comme un officier militaire menant une opération formelle. Warren, appela Roman en direction du bâtiment principal. Il est temps de parler. Warren apparut sur son balcon, hagard et désespéré. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux argentés ébouriffés, son sang-froid habituel complètement brisé. « Que veux-tu » cria Warren. « Les dossiers, Warren. Les preuves physiques que vous cachez dans votre bureau de Chicago. En échange, je pourrais envisager de te laisser vivre. Je ne vous donnerai jamais ces fichiers. » Roman sourit froidement. « Vous n'avez pas le choix. Votre organisation a disparu. Vos alliés vous ont abandonné. Votre argent a été gelé par les autorités fédérales. Vous avez terminé. » Ce que Warren ne pouvait pas voir, c'était là de Roman. L'agent Craig Joyce,
l'ancien partenaire de Gérard Hamilton, était bien vivant et travaillait avec Roman depuis l'incident de l'entrepôt. L'agent du FBI émergea derrière Roman. Un signe visible, arme de service dans son étui, mais prête. Warren Shield, vous êtes en état d'arrestation pour racket, blanchiment d'argent, complot en vue de commettre un meurtre et environ 50 autres accusations fédérales. Le visage de Warren devint blanc. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être ici. Je possède la moitié des procureurs fédéraux du Colorado. Plus maintenant, répondit Joyce. Il s'avère que tous ces procureurs sont soit en état d'arrestation, soit coopérant aux enquêtes des affaires intérieures. C'est incroyable à quelle vitesse les gens se retournent lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres accusations fédérales. Roman avait parfaitement orchestré ce moment. Warren n'a pas seulement été vaincu. Il a été complètement détruit. Son empire était en ruine. Ses protecteurs étaient partis. Et il a passé le reste de sa vie dans une prison fédérale. Les dossiers que Warren Roman a répétés. Dites à l'agent Joyce où il se trouve, et peut-être vivrez-vous assez longtemps pour assister au procès. Les jambes de Warren ont lâché et il s'est effondré sur son balcon. Le prédateur qui a terrorisé des innocents pendant des décennies a été réduit à un vieil homme brisé confronté à une justice qu'il avait évitée pendant trop longtemps. Au bureau de Chicago, murmurait Warren derrière la peinture des toits de la ville. La combinaison est l'anniversaire de ma fille. L'agent Joyce a fait un signe de tête à son équipe de secours. Qui s'est avancé pour arrêter Warren? Alors que les agents fédéraux envahissaient le complexe, Roman recula. Mission accomplie. Stella apparut à ses côtés, regardant Warren être emmené menotté. C'est fini, elle a demandé. Pas tout à fait, répondit Roman en sortant son téléphone. Les partenaires criminels de Warren doivent savoir ce qui se passe lorsque vous menacez des innocents. La phase finale était sur le point de commencer et Roman Spence était prêt à terminer ce que Warren Shield avait commencé. Chapitre 8, le jugement. L'horizon de Chicago brillait sous le soleil de l'après-midi alors que Roman et Stella se tenaient devant le bâtiment Childs & Associates. L'agent Joyce avait récupéré les fichiers cachés, mais la mission de Roman n'était pas terminée. L'arrestation de Warren n'était qu'un début. Son réseau criminel s'étendait sur 3 États et impliquait des dizaines de fonctionnaires corrompus qui avaient échappé à la justice depuis trop longtemps. Les dossiers contiennent des preuves contre 37 personnes, a rapporté Joyce, en parcourant les documents récupérés. Juges, procureurs, chefs de police, agents fédéraux. Warren tenait des registres détaillés de chaque pot de vin, de chaque faveur, de chaque crime. Les Romains étudièrent la liste, en le recoupant avec les renseignements qu'il avait recueillis au cours de la semaine dernière. Qu'en est-il de l'opération de trafic? 3 refuges à Chicago, 2 à Denver et 1 à Phoenix. Nous avons des emplacements, des dossiers financiers et même des listes de clients. La voix de Joyce exprimait la satisfaction d'un homme qui menait cette bataille depuis des années. Cela mettra fin à l'un des plus grands réseaux de trafic d'êtres humains de l'ouest des États-Unis. Stella a pointé du doigt un nom sur la liste, Lucas Ramirez, capitaine de la police de Chicago. C'est lui qui a dissimulé le meurtre de Jessica, en faisant passer ça pour une agression aléatoire. Roman se souvenait de Jessica grâce aux histoires de Stella. Une jeune comptable qui avait posé trop de questions et qui était morte de curiosité. Où est-il maintenant? Probablement à la maison. C'est dimanche et il a des projets de barbecue en famille. Selon ses réseaux sociaux, Roman a pris une décision qui aurait horrifié ses anciens commandants, mais s'est senti entièrement justifié compte tenu des circonstances. Joyce, tu n'as pas entendu cette conversation. L'agent fédéral étudia l'expression de Roman, reconnaissant quelque chose de dangereux sous la surface. Vous entendez quelle conversation? Lucas Ramirez vivait dans un MC mansion de banlieue acheté avec des pots de vin et l'argent du sang. Roman avait étudié les habitudes de cet homme pendant des jours. Une créature d'habitude qui croyait que son insigne de police et la protection de Warren le rendaient intouchable. Roman attendit le soir où Ramirez serait seul dans son bureau, comptant probablement le dernier paiement de l'organisation de Warren. L'approche était celle d'une guerre urbaine classique. Franchissez le périmètre. Neutralisez les systèmes de sécurité. Corner la cible. Ramirez leva les yeux de son bureau pour trouver Roman debout devant la porte de son bureau. Le capitaine de police corrompu a saisi son arme de service, mais le pistolet de Roman était déjà braqué sur sa masse centrale. Les mains sur le bureau. Maintenant, tu fais une erreur, balbutia Ramirez. Je suis policier. Vous ne pouvez pas.
Vous êtes un meurtrier qui se cache derrière un insigne. La voix de Roman portait la froide certitude d'un homme qui rend un jugement. Jessica Martinez, vous vous souvenez d'elle? Une jeune comptable a posé les mauvaises questions. Elle est décédée dans une ruelle à 3 pâtés de maison de son appartement. Phil. Warren kept video of Hollis murder. Insurance against his associate. The footage showed Ramirez meeting with the killer, passing along Jessica's address and daily routine. It showed him calling of police patrol in her neighborhood. It showed him personally ensuring the crime scene was contaminated and witnesses were intimidated. What do you want? Ramirez whispered. Justice for Jessica and everyone else you helped Warren kill. Roman ziptied Ramirez to his chair, then began methodically photographing the man's home office. Il donne des coffres-forts remplis d'argent, des téléphones portables avec des contacts avec des organisations criminelles, des dossiers détaillés de pots de vin et de meurtres s'étalant sur 20 ans. Warren gardait également des dossiers sur vous, continua Roman en étalant des photos sur le bureau. Saviez-vous qu'il prévoyait de vous éliminer une fois l'enquête fédérale terminée? Tu étais un handicap, Lucas. Warren ne garde pas de passif. Ramirez a regardé les photos, les images de surveillance de sa propre maison, de sa famille, les plans détaillés pour organiser son suicide une fois la chaleur retombée. Je ne faisais que suivre les ordres, a plaidé Ramirez. Warren a menacé ma famille si je ne coopérais pas, alors, vous l'avez aidé à menacer d'autres familles à la place. Le téléphone de Roman sonna. L'agent Joyce appelle pour une mise à jour. Roman, nous avons des problèmes. 3 des associés de Warren viennent d'être retrouvés morts à Phoenix. Style d'exécution de coups professionnels. La rumeur court que les anciens partenaires de Warren font le ménage. Roman sentit de froids calculs l'envahir. Le réseau criminel de Warren se cannibalisait, mais ce faisant, il tuait des témoins et des actifs fédéraux. Combien de cibles sont actives? Au moins 6 noms issus de l'opération de trafic. Ils éliminent toute personne susceptible de témoigner ou de coopérer avec les autorités fédérales. Roman a pris une décision qui franchissait la frontière entre la justice et le vigilantisme, mais il ne se souciait plus des subtilités juridiques. Les partenaires de Warren tuaient des innocents pour se protéger. Cela faisait d'eux des combattants ennemis dans l'esprit de Roman. Envoyez-moi la liste. Je vais m'en occuper. Roman, tu ne peux pas Joyce, vous avez l'autorité fédérale pour arrêter ces gens. J'ai les compétences pour les trouver. Nous pouvons travailler ensemble ou je peux travailler seul. Votre choix. Une longue pause. Alors de quoi as-tu besoin? Roman baissa les yeux sur Ramirez, toujours attaché et en sueur. Transport pour un témoin fédéral. Le capitaine Ramirez vient de décider de coopérer à l'enquête en échange de quoi? Sa vie et celle de sa famille qui sont sur le point de devenir elles-mêmes des cibles maintenant que l'empire de Warren s'effondre. Les yeux de Ramirez s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa sa situation. Les anciens partenaires de Warren supposeraient qu'il coopérait avec les autorités fédérales, qu'il le soit réellement ou non. Sa seule chance de survie était une pleine coopération avec le FBI. Je vais témoigner, murmura Ramirez. Contre tous, Warren, le réseau de trafiquants, les fonctionnaires corrompus, tout. Roman sourit sinistrement. Un choix intelligent. Maintenant, discutons de la manière dont vous allez nous aider à empêcher vos anciens associés de tuer d'autres témoins. Alors que des agents fédéraux arrivaient pour placer Ramirez en détention préventive, Roman se préparait pour la phase finale de sa guerre contre l'empire criminel de Warren. L'hydre était en train de mourir, mais ses têtes coupées étaient toujours dangereuses. Il est temps de terminer ce que Warren Shield avait commencé en menaçant Stella Spence. Chapitre 9. Justice rendue. 3 semaines plus tard, Roman se tenait au palais de justice fédéral de Denver, regardant le dernier membre du réseau criminel de Warren être emmené menotté. L'opération de trafic a été complètement démantelée, avec 17 personnes arrêtées et des dizaines de victimes sauvées des lieux sur 3 États. L'agent Joyce s'est approché, l'air satisfait mais épuisé. Francisco Grave vient de plaider coupable des accusations de complot. C'est le dernier des partenaires de Warren à Chicago. Il témoignera contre le réseau de trafiquants restant en échange de 25 à perpétuité au lieu de la mort pénalité. Roman hocha la tête, vérifiant les noms sur une liste mentale. La destruction systématique de l'empire de Warren avait nécessité 3 semaines de coordination minutieuse entre les agences fédérales, mais tous les acteurs majeurs étaient désormais morts, arrêtés ou coopéraient avec les autorités. Et Warren lui-même?
L'essai commence le mois prochain. Entre les dossiers que vous avez récupérés et les témoignages que nous avons recueillis, il envisage la perpétuité sans libération conditionnelle pour les accusations fédérales. L'État de l'Illinois porte également plainte pour meurtre contre Jessica Martinez et 6 autres victimes. Stella est sortie du palais de justice où elle venait de terminer sa déclaration de victime devant un grand jury. Le mois dernier avait été cathartique pour elle, disant enfin la vérité sur les crimes de Warren sans crainte de représailles. « Comment te sens-tu » demanda Roman alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture. « Libre ? Pour la première fois depuis 3 ans, je me sens complètement libre. » Elle le regarda, étudiant son visage. « Et toi ? » Au cours de la destruction de l'organisation de Warren, il a franchi des limites que son ancienne éthique militaire aurait interdites. Il a eu recours à l'intimidation, à la tromperie et à la violence pour atteindre ses objectifs. L'équipe d'assaut de Blake était vide maintenant. Ils étaient retournés dans leur maison de banlieue une fois que Warren était sous la garde fédérale. Mais Roman avait apporté des modifications à leur maison, amélioré les systèmes de sécurité, caché les caches d'armes, le matériel de communication qui pouvait atteindre son réseau de contacts militaires dans le monde entier. Warren avait fini, mais il y aurait toujours d'autres prédateurs qui menaceraient des innocents. Le téléphone de Roman vibrait avec un message de Blake Skinner. La connaissance des ex-inforcés des réseaux criminels combinée aux compétences tactiques de Roman et à ses relations fédérales, il avait créé une formidable équipe de chasse aux prédateurs. « Qu'est-ce que c'est » demanda Stella, notant son expression. « Du travail ?» Roman lui montra le message. Black a identifié une autre opération de trafic. 17 femmes disparues, âgées de 16 à 23 ans. Stella a étudié le rapport des services de renseignement et a vu des photos de jeunes visages qui lui rappelaient Jessica Martinez. Des innocents dont la vie était détruite par des criminels qui se croyaient intouchables. Quand partons-nous ? Roman regarda sa femme, cette femme qui avait survécu à la chasse de Warren et qui en ressortait plus forte grâce à cette expérience. Elle avait trouvé sa vocation dans leur guerre contre les prédateurs, utilisant son expertise financière pour traquer les flux d'argent criminels pendant que Roman s'occupait des opérations tactiques du lendemain. Mais Stella, tu sais que ce ne sera pas la dernière. Il y aura toujours un autre Warren Shield, un autre réseau criminel à démanteler. Tant mieux, car il y aura toujours des innocents à protéger. Ses yeux verts contenaient le même acier qu'il avait vu cette nuit-là lorsqu'elle avait déjoué les chasseurs de Warren. En plus, tu n'es pas le seul qui est doué pour ça. Roman sourit, se rappelant comment Stella avait coordonné l'opération de renseignement qui avait fait tomber les partenaires de Warren à Chicago. Elle s'était montrée aussi impitoyable et efficace que n'importe quel soldat d'opération spéciale lorsque des vies innocentes étaient en jeu. Son téléphone vibra avec un autre message. Celui-ci de l'agent Joyce. Roman vient d'apprendre que Warren a tenté de se pendre dans sa cellule la nuit dernière. Les gardes l'ont trouvé à temps, mais il est en évaluation psychiatrique. Je pensais que tu devrais le savoir. Roman montra le message à Stella, qui le lut sans expression. Que penses-tu de ça ? Elle a demandé. Warren a passé sa carrière à faire en sorte que les gens se sentent impuissants et effrayés. Maintenant, il sait ce que ça fait. Roman a supprimé le message. La justice ne se résume pas toujours à des procédures judiciaires. Parfois, il s'agit de s'assurer que les prédateurs comprennent ce qu'ils font subir à leurs victimes. Alors qu'ils se dirigeaient vers chez eux, le téléphone sécurisé de Roman affichait des mises à jour de son réseau en pleine expansion. D'anciens militaires qui avaient trouvé un nouveau but en traquant les trafiquants d'êtres humains. Des agents fédéraux qui avaient appris l'importance de travailler avec des alliés non conventionnels. Même les criminels réformés comme Blake qui ont découvert que chasser les prédateurs était plus satisfaisant que d'en être un. Warren Shield était fini, brisé, emprisonné, risquant le reste de sa vie sous la garde fédérale tout en sachant que son empire avait été complètement détruit. Mais plus important encore, 17 victimes de la traite ont été secourues. Des dizaines de fonctionnaires corrompus ont été traduits en justice et un réseau criminel qui opérait en toute impunité depuis des décennies a été démantelé. Roman Spence avait appris quelque chose d'important au cours de sa guerre contre l'organisation de Warren. La justice n'a pas toujours été rendue par les tribunaux et les forces de l'ordre. Parfois, il fallait quelqu'un prêt à chasser les chasseurs pour faire comprendre aux prédateurs ce que l'on ressentait en tant que proie. La partie du chasseur était terminée. Warren avait tout perdu et Roman ne faisait que commencer. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne.
Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.